Eh bien, me voilà, il est 11 heures. Bonjour, est-ce que j'ai déjà du monde qui est là au rendez-vous? Alors moi, je suis Nathalie Albertini. Si vous êtes là, probablement que vous avez vu passer l'événement sur la page de Nathalie Allaitement. Alors, moi, je m'appelle Nathalie Albertini, je suis de Montréal, au Québec. Et puis, j'ai aussi l'entreprise de Nathalie Allaitement, qui est vraiment un espace de soutien en allaitement maternel et aussi un espace pédagogique, finalement, des cours en ligne, des formations, des ateliers que j'anime en personne. Un peu moins depuis ce temps de crise. On s'est adapté, on a fait beaucoup de choses aussi en Zoom. Alors, ça fonctionne, outiller les parents pour leur projet d'allaitement et puis aussi les soignants. J'essaye d'offrir des formations et des outils pour les consultations en allaitement aux sages-femmes, aux infirmières, aux marraines d'allaitement, aux accompagnantes à la naissance, enfin à toutes celles qui travaillent autour des familles et qui soutiennent finalement l'allaitement maternel. Très important pour moi. Euh, donc, vous voyez, mon dada, c'est l'allaitement maternel. C'est vraiment ma mission d'outiller les gens là-dedans. Et puis aujourd'hui, il fait pas exception. J'ai un live tous les vendredis, enfin tous les premiers vendredis du mois. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager quelques trucs qui fonctionnent pour bien démarrer son allaitement. Donc, on va parler de ça, les trucs à prévoir, les trucs que vous pouvez prévoir d'avance. Donc, j'espère que plusieurs d'entre vous êtes des femmes enceintes et que vous aurez l'occasion. Bonjour, Sarah, oui? Ah, je suis contente de savoir qu'il y a du monde en France qui écoute, ça fait plaisir. Alors, vous, pour vous, il n'est pas 11 heures du matin, il y en a plusieurs qui m'ont écrit tout à l'heure comme ah, j'ai manqué le live, j'ai manqué le live, et je pense que c'était plusieurs personnes de l'Europe. Alors, c'est sûr que chez vous, c'est la fin de l'après-midi, mais c'est ça, ici, c'est la matinée encore à 11 heures. 11 heures, heure de Montréal. Alors, ben, ça me fait super plaisir de partager les outils puis les connaissances en allaitement avec la francophonie. Hein. En allaitement, vous le savez sans doute, on a beaucoup d'informations en anglais, mais parfois un petit peu moins en français. Il y a toutes sortes de blogs et tout, mais c'est sûr qu'il y a du soutien professionnel et des outils professionnels, c'est moins facile d'y avoir accès. Alors voilà, donc ben, on va commencer. Tout simplement, je vais faire la présentation et puis vous n'hésitez pas à m'écrire dans le chat qui est juste devant moi et je vais répondre aux questions si vous en avez au fur et à mesure ou à la fin, comme vous voulez. Alors, soyez indulgentes, j'ai pas mes lunettes parce que il y a vraiment, j'ai une grande fenêtre devant moi et il y a beaucoup de lumière dans la fenêtre qui m'éclaire, mais si je mets mes lunettes, vous allez voir des carrés bleus alors dans mes lunettes, donc c'est moins agréable. Donc, je suis un peu aveugle. Mais c'est pas grave, j'essaye de regarder l'œil de ma caméra pour qu'on soit ensemble et que ce soit confortable pour vous d'écouter la présentation. Alors, les 8 trucs. Bon, ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 10. À mon avis, il y a 25 trucs à prévoir pour l'allaitement. Mais non, 8, c'est grosso modo, en fait, ça ressemble un peu aux directives qui viennent pas de moi, hein, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est vraiment étudié et éprouvé par des instances internationales, des organisations qui ont travaillé finalement à étudier et à découvrir un peu les choses qui fonctionnent avec l'allaitement, qui fonctionnent sur le coup pour le démarrage de l'allaitement, mais qui fonctionnent aussi sur le long terme, c'est-à-dire qui ont un impact. Bonjour Aurélie, coucou, ça fait plaisir de vous accueillir ici. Donc, on parle de choses vraiment qui ont été éprouvées et étudiées pour avoir un impact, pas seulement sur la mise en route de l'allaitement, mais aussi sur sa durée. Hein, on le sait, qu'est-ce qui est recommandé? L'allaitement pour les 6 premiers mois de la vie de l'enfant exclusivement. Donc là, on parle de donner du lait maternel de manière exclusive, ça veut dire rien d'autre à boire ou à manger, même pas de l'eau. Et puis ensuite, à partir de 6 mois, on introduit des aliments complémentaires et on diversifie l'alimentation de l'enfant pour poursuivre avec du lait maternel jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors, c'est quoi cette recommandation d'allaiter pendant 2 ans? Ben, ça correspond finalement aux besoins de développement du bébé. C'est-à-dire que chez le bébé humain, le cerveau réclame finalement certains nutriments, certaines enzymes pour son développement. C'est vraiment le cerveau humain qui est le plus énergivore, si vous voulez, qui réclame le plus de choses particulières, entre autres, pardon, des espèces de sucre qu'on appelle du lactose
Et ce sucre-là est vraiment nécessaire dans les connexions neuronales, puis dans le développement de ces connexions-là, qui permettent à plusieurs niveaux, donc le développement du petit humain. Puis on le sait, durant les premiers mois de sa vie, puis les premiers 2 ans, mais c'est vraiment la base de la santé qui se construit. Alors, l'apport de lait maternel permet vraiment de bâtir cette base de façon optimale. Hein? C'est pas qu'on dise vraiment que le lait maternel c'est mieux, c'est meilleur, etc. Mais c'est surtout que c'est vraiment adapté au développement humain et à tous les systèmes qui se mettent en place. Donc, l'immunité, effectivement, qu'on on peut pas bâtir, qu'on on peut bâtir en réaction à l'absence de nutriments dans notre environnement, mais qu'on peut pas vraiment bâtir si on consomme pas de lait maternel. Donc, bon, les êtres humains sont des êtres résilients, alors il y a beaucoup de gens qui s'en sortent quand même, mais sur le long terme, malheureusement, ça affecte euh, le, le- la personne qui n'a pas reçu ce lait maternel. Donc, c'est pas du tout pour rendre les gens coupables ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment pour nommer les choses et être conscient de l'intérêt à mettre l'effort sur l'allaitement et faire en sorte que ça fonctionne. Parce que c'est toujours ça le problème. Hein? Moi, je dis toujours aux mères, on fait ce qu'on peut. Aux familles, on fait ce qu'on peut. Là. C'est pas parce que l'OMS dit 2 ans qu'on va se flageller pour allaiter pendant 2 ans. Mais le plus qu'on peut faire, le plus qu'on peut fournir ce lait et surtout avoir une expérience agréable hein, pour la mère, puis facile pour l'enfant, etc. Et le plus que l'allaitement va durer de toute façon. Hein, les mères et les enfants, en général, naviguent là-dedans sans trop se poser de questions quand tout va bien. Quand ça va pas, c'est une autre paire de manches par contre. Alors, on va y aller dans les trucs à prévoir parce que c'est vrai que une fois que vous êtes enceinte, vous attendez le bébé. À mon avis, puis c'est aussi parce que moi je suis une intervenante en allaitement. Ça fait des années que je soutiens les familles directement et souvent je suis à la rescousse des défis dans les jours suivant la naissance, parfois plusieurs semaines après. On m'appelle au secours pour réparer des choses qui ont souvent été des défis parce qu'il y a eu des interventions ou des choses au contraire qui n'ont pas été faites. Et là, ça a installé des problèmes qui engendrent eux-mêmes des problèmes, etc. Donc, c'est vraiment souvent l'allaitement des réactions en chaîne. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à y penser d'avance et probablement prévoir, essayer de prévoir le plus possible comment vous voulez vivre votre expérience d'allaitement. C'est quoi vos objectifs pour commencer? Hein? Bien sûr, si vous le savez que vous voulez, bon, vous reprenez le travail dans 4 mois ou dans 8 mois et puis que vous voulez allaiter là-dessus exclusivement les 2 premiers mois et après avoir de l'aide autrement pour nourrir le bébé, ben, au moins ça a le mérite d'être clair. Et là, vous essayez justement de travailler par rapport à vos objectifs. Donc, c'est important aussi de connaître un petit peu ses limites et les choses qu'on a envie. Maintenant, ça n'empêche pas de changer d'idée. On peut prévoir d'allaiter juste 2 mois et puis finalement se retrouver 8 mois plus tard en train de dire ah ben finalement j'ai allaité un peu plus longtemps que je pensais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'inverse aussi est possible. Il faut juste se donner la chance en tout cas de faire en sorte que ça fonctionne. Alors, premièrement, premier point, le premier des 8 trucs, moi je dis que c'est vraiment justement, ben, comme vous êtes ici, vous l'avez déjà enclenché cette chose-là, ce premier point, c'est de vous renseigner, de vous former, d'avoir une meilleure idée de c'est quoi l'allaitement. Donc, apprendre, aller chercher un cours, par exemple, je ne sais pas pour celles qui sont en France, en Europe, si ça existe, mais ici au Québec, on a des cours prénataux offerts par le service public. Parfois, c'est l'hôpital dans lequel on accouche qui offre une séance qui parle d'allaitement. Parfois, ce sont les CLSC, donc les services territoriaux là, par quartier du service de santé qui offrent un genre de rencontre prénatale où on parle d'allaitement. Alors, c'est très général et c'est très varié selon la personne qui l'anime, si vous voulez, le contenu hein, de ce genre de rencontre. Mais en général, c'est quand même bourré de bases qui sont importantes de comprendre. Comment l'allaitement fonctionne, la gestion de l'allaitement, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui nous attend aussi? Bon, les étapes, par exemple, de la lactation, hein? À quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui est normal qui arrive dans l'ordre? Hein? Toutes les choses qui concernent la mise en route. Et puis aussi la préparation de vos relevailles. Hein? Relevailles, on parle de la période postpartum, les 6 semaines, 8 semaines suivantes ou le 4e trimestre de grossesse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Alors, connaître les étapes de l'allaitement, comprendre qui est le nouveau-né, toutes ces notions-là, à mon avis, c'est primordial.
Donc, si déjà vous vous procurez quelques livres à la bibliothèque, vous posez des questions à votre entourage, hein, vos cousines, vos amis, les gens qui ont... Bonjour Chloé. En France aussi, on a des cours. OK, parfait. Alors, le cours sur l'allaitement, ben allez-y. Même si une voisine, une amie vous a dit que c'était bof, pas grand-chose, bon, on a plus appris de choses dans un bouquin ou... Ben allez-y quand même parce que vous avez devant vous généralement un professionnel qui est en contact avec les familles allaitantes, qui a une expérience. Hein, on a des sages-femmes, on a des infirmières cliniciennes. Parfois, ce sont des marraines d'allaitement qui sont là, des groupes d'entraide, des choses comme ça. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience en allaitement puis qui va répondre à vos questions, c'est chouette. Parce que des fois, vous pouvez avoir entendu parler de l'allaitement par une seule personne qui a une expérience ciblée, hein, juste précise, mais ça ne veut pas dire que tous les allaitements vont se passer comme ça. Donc, c'est important d'entendre parler de plusieurs possibilités de... d'abord, c'est quoi la physiologie? Comment ça fonctionne au juste? Pour moi, c'est un essentiel. Je le vois, la différence. Les parents qui ont cherché de l'information avant, qui ont un peu des bases, et les parents qui n'en ont pas du tout, qui se sont dit, oh, l'allaitement, c'est naturel, pas de problème, ça va se faire tout seul. Des fois, c'est ces parents-là qui ont trop confiance, là, qui sont un peu trop grano, qui vont malheureusement se casser la figure parce que des imprévus, ça arrive. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous avoir des écueils, pas du tout, mais c'est important, je crois, d'avoir un minimum d'ouverture et de préparation pour justement essayer d'être plus préparé. Oh, j'ai d'autres commentaires. Alors, justement, ma sage-femme m'a dit que la maternité pouvait me proposer une professionnelle en lactation. Excellent. Moi, je viens d'avoir mon deuxième bébé et c'est tout à fait différent de ma première expérience. Alors, ça aussi, c'est important. Vous voyez, des fois, à la première expérience, on ne s'est pas renseigné ou on s'est renseigné, on vit quelque chose et on a l'impression qu'au deuxième, on sait ce qu'il y a à savoir. Ben, pas forcément. Le bébé est différent, l'histoire de l'accouchement est différente et ça va avoir un impact sur le déroulement de votre expérience. Alors, pour toutes ces raisons-là, c'est une bonne chose de faire parler vos amis, d'essayer d'avoir une idée un peu de, OK, à quoi s'attendre dans la physiologie normale, hein, naturelle de la lactation, et ensuite naviguer là-dedans avec une meilleure conscience de qu'est-ce qui vous arrive, comment ça arrive. Alors, deuxième point. Le deuxième point, il est vraiment très important. Il faut comprendre que l'allaitement, c'est quelque chose qui est une continuité de la grossesse. C'est un processus hormonal pour commencer et ces hormones-là, finalement, sont une suite logique de ce qui se passe durant la grossesse et au moment de l'accouchement. Alors, bien entendu, les accouchements de nos jours sont bourrés d'interventions. Il y a vraiment souvent des interventions médicales durant les accouchements. Malheureusement, je dirais, entre guillemets, ça c'est mon avis. Parce que la physiologie de la lactation, elle est parfaite quand la physiologie de l'accouchement aussi se déroule le plus naturellement possible. Il va y avoir vraiment une... le bon mot, c'est que ça optimise finalement les chances que tout se passe bien. Alors ça, c'est quand même dans votre pouvoir. Voilà quelque chose que vous pouvez prévoir. C'est vraiment un des trucs que je vous suggère de penser puis de prévoir réellement. C'est vraiment de vous préparer à un accouchement et le plus naturel possible. Donc le plus physiologique possible. Toutes les interventions qu'on peut pratiquer durant un accouchement vont avoir un impact sur la mise en route de l'allaitement. Alors, je ne suis pas en train de dire que parce que vous avez une épidurale ou parce que vous avez une césarienne, votre allaitement est raté. Pas du tout. Pensez pas ça, là. C'est tout à fait possible d'allaiter même quand on a eu une césarienne. C'est possible d'allaiter même quand plusieurs choses ont interféré la mise en route de l'allaitement. Mais le plus possible que vous allez éviter des interventions, le plus que votre mise en route va se faire d'une manière justement naturelle, facile, simple et tout. Donc, le prévoir, c'est souvent programmer, par exemple, d'avoir un plan de naissance et puis écrire vos souhaits. C'est important d'allaiter pour moi. J'aimerais que les soignants qui m'entourent favorisent les gestes qui soutiennent l'allaitement, qui protègent la mise en route. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, mais ça, c'est des étapes, des choses que vous pouvez apprendre, justement, quels sont les gestes importants. Par exemple, ne pas séparer la mère et le bébé tout de suite après la naissance. Alors, ça peut avoir l'air fou, mais le bébé, quand il naît, il est dans une fenêtre d'éveil et de réflexe qui est vraiment très forte.
et il a justement des hormones particulières juste après la naissance et il va être capable d'aller au sein de façon assez spontanée. Vous avez dû le voir dans des vidéos, là, il y a des bébés, ils vont au sein, ils rampent, là, ils s'accrochent sur le torse de leur mère et puis vraiment, ils vont aller chercher le sein d'une manière très déterminée. C'est assez impressionnant. Et après, ils dorment pendant des heures la première journée, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand ils arrivent, qui sont très focus hein, sur le sein. Alors, cette première tétée d'accueil, précoce, spontanée, elle est vraiment très importante, pas pour parce que le bébé a faim, pas du tout, mais vraiment plus pour une sorte d'empreinte dans sa mémoire, quelque chose qui va vraiment conditionner son expérience. C'est-à-dire, après, quand il va retourner au sein, il va être guidé par ce que ses sens ont absorbé à ce moment-là. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple d'un geste qu'on doit protéger, on doit essayer de protéger. Mais il y a énormément d'hôpitaux et de maternités qui ont la routine toute bête de couper le cordon très rapidement, enlever l'enfant sur sa mère pour l'essuyer, le laver, aspirer ses voies respiratoires, des fois d'enlever les sécrétions de sa bouche, euh, et même peut-être l'aspirer, hein, lui mettre un petit tuyau dans la gorge pour aspirer les sécrétions quand il naît, soi-disant pour l'aider à respirer, alors que la plupart des bébés qui sont nés vaginalement et de manière spontanée vont pas avoir besoin de cette aide-là. Tout est fait dans leur organisme pour que la transition respiratoire se fasse de manière autonome, que le bébé crachouille un peu. Une fois qu'il est en position ventrale sur sa maman, il est vraiment dans une position où il va pouvoir pousser les sécrétions vers l'avant. Donc, avec la gravité, ça va l'aider. Le pot à pot sur sa mère va l'aider à stabiliser hein, toute la transition, l'adaptation qu'il fait. Et le fait de ne pas couper le cordon trop vite, par exemple, va lui permettre d'avoir une transition au niveau sanguin qui est parfaite. Parce qu'en général, ça prend 2 ou 3 minutes avant que le cordon ne batte plus du tout, c'est-à-dire que la circulation ombilicale s'inverse au moment où le bébé commence à respirer, puis que ça parte finalement de ses poumons, l'oxygénation de toutes ces cellules. Donc, juste, vous voyez, le fait de ne pas couper le cordon trop rapidement aussi a son importance dans l'adaptation du bébé, puis la capacité du bébé à faire sa transition, être sur sa mère, il se repère à l'odeur, il respire, et puis tranquillement, ses hormones et puis le conditionnement de l'accouchement va le guider vers le sein. Donc, protéger ce moment-là, faire en sorte qu'on n'intervienne pas dans ce moment-là, qu'on n'enlève pas le bébé sur sa mère. Encore pire, certains protocoles hospitaliers, pendant longtemps, ont enlevé le bébé de la mère. Vous savez, on le pendait par les pieds, on lui tapotait les fesses, on le laissait crier un peu, on disait que ça faisait ses poumons. Alors que moi, j'ai assisté à des naissances naturelles auprès des sages-femmes, la plus physiologique possible. Les bébés ne crient pas. Euh, Presque pas. Il y en a des fois qui ont un peu de choses à raconter, qui arrivent, ils pleurent un peu, mais il n'y a pas ces cris de détresse qui sont tellement chers au cinéma ou à notre culture, là, notre idée de l'accouchement très médicalisé. Alors, voyez, ça, par exemple, c'est aussi quelque chose qui peut aller dans votre plan de naissance, hein, de dire, bon, ben, moi, j'aimerais qu'on coupe pas le cordon trop vite. Si c'est possible, s'il n'y a pas une condition médicale qui le nécessite de l'assistance, ben, qu'on sépare pas le bébé de maman. Et puis, vraiment, si maman a besoin de soins, elle a besoin, il y a un imprévu, elle est en hémorragie, puis que le bébé doit être séparé, bien sûr, on s'occupe de bébé, on s'occupe de maman si ils en ont besoin. Mais si tout va bien, de grâce, laisser les enfants, les bébés nouveau-nés et leur maman ensemble. On parle de 2 heures, hein, au moins. Donc, vous voyez, ça, c'est une des choses, par exemple, qui est bonne d'écrire dans votre plan de naissance. Alors, je regarde ma petite feuille parce que moi, je peux parler pendant des heures et ne pas suivre mon plan. Donc, un plan de naissance avec tous ces éléments-là que vous aurez appris aussi hein, dans vos cours et puis vos lectures. Essayez de nommer, de dire à votre soignant, bon ben, moi, j'aimerais essayer d'accoucher le plus naturellement possible, bouger, prendre des positions qui favorisent la naissance du bébé. Et puis, si j'ai besoin d'une épidurale, ben, je le demanderai, mais ne pas me la proposer à tous les 5 minutes. Par exemple, vous voyez, si vous pouvez éviter une césarienne planifiée, essayez-le d'accoucher naturellement, ça sera vraiment une belle différence pour votre allaitement et tout. Donc, l'autre chose, c'est que vous pouvez aussi engager une accompagnante. Alors, pour les 2 premiers points, ça peut être utile dans le sens où la présence d'une accompagnante, d'une doula,
durant votre accouchement. Ça aussi, c'est très bien étudié. C'est quelque chose qui éloigne beaucoup les interventions médicales. Généralement, la gestion de la douleur se fait beaucoup plus facilement avec un support, avec du soutien pendant le travail d'accouchement. C'est souvent génial aussi pour le partenaire qui peut valider, est-ce que tout va bien, est-ce que ma blonde a l'air de souffrir, est-ce que tout va bien? Oui, bon, ben l'accompagnante souvent va vraiment soutenir le couple dans ce travail d'accouchement et puis questionner les pratiques médicales, encourager la mère à bouger, à faire d'autres choses, elle va pratiquer des points de pression, elle va faire des massages, elle va vraiment faire du renforcement positif, puis soutenir la mère dans son expérience d'accouchement. Alors, on le sait, c'est prouvé, les chiffres le montrent, la présence d'une accompagnante éloigne des interventions médicales et généralement protège aussi la mise en route de l'allaitement. Et puis je disais que ça concerne le premier point parce que si vous engagez une doula, en général, vous pouvez avoir sa présence à l'accouchement, mais aussi des rencontres prénatales avec elle pour parler de la gestion de la douleur, de l'accouchement, c'est quoi un accouchement, comment ça fonctionne. En général, les parents sont friands de se préparer pour la naissance parce que c'est un passage vraiment important et un passage très, très fort, un point fort dans votre expérience. Mais avec l'accompagnante qui a généralement d'excellentes connaissances en allaitement, vous pouvez aussi parler d'allaitement et de la mise en route de l'allaitement. Alors, quand je parlais de prévoir dans un plan de naissance toutes les étapes importantes qui sont chères pour vous, que vous pouvez vraiment travailler puis essayer de maximiser ses souhaits, faites-le, rédigez ce plan de naissance avec votre accompagnante et essayez. Vraiment, c'est un bienfait d'avoir une accompagnante à son accouchement. OK, troisième point. Je ne vais pas trop élaborer sur chaque point parce que sinon ça va durer 2 heures. Donc, mon troisième point que je considère vraiment très important. Ah, j'ai des petits remarques. Kaina, bonjour Kaina. Oui, allaiter une fille et allaiter un garçon, il y a une différence. Ben, j'irais pas te dire qu'il y a une différence en général dans tous les garçons et les filles, mais par contre, ce qui est certain, c'est que chaque bébé a son tempérament. Oui. Et même, vous voyez, moi j'ai un garçon et 2 filles, mais mes 2 filles n'avaient pas le même caractère, et c'est toujours le cas d'ailleurs. À 12 et 7 ans, elles sont pas du tout le même genre de personnes. Mon fils aussi est différent. Alors, Kaina, je suis contente d'accoucher à Sainte-Justine et respecte les plans de naissance des parents. Excellent. Et l'idéal, en fait, de toute façon, c'est d'en parler à l'avance. Si dans les dernières semaines de grossesse, vous apportez votre plan de naissance à votre médecin lors d'un rendez-vous, et puis vous lui montrez ça, vous lui demandez de le signer et de le lire, de vraiment le mettre au dossier, qu'il y a certains points là-dedans qui sont importants pour vous, que l'allaitement est important pour vous, mais aussi d'autres choses qui concernent votre accouchement, les interventions, le fait de vouloir ou non la présence d'étudiants. Moi, en plein milieu de mon premier accouchement, dans un moment où j'étais vraiment dans tous mes états, j'étais en train d'essayer de survivre à chaque contraction et il y a eu un groupe de comme 10 étudiants qui sont rentrés dans cette salle de travail et puis le médecin qui était là a voulu faire un examen vaginal pour voir où j'en étais et puis il y avait comme 10 étudiants devant moi qui me regardaient avec leur paire de yeux et c'était épouvantable. Je me sentais vraiment comme de la viande dans un frigo et j'ai refusé que des étudiants me touchent à ce moment-là. Alors peut-être ça aurait été différent si on m'avait demandé à l'avance. Si avant mon accouchement, l'équipe médicale m'avait dit on a des étudiants en formation, est-ce que vous êtes prête à participer à leur formation pendant votre accouchement, ça aurait été différent probablement parce que moi, je comprends ça qu'il faut former les gens, puis j'ai pas peur de ça. J'aurais peut-être dit, un ou deux, oui, mais pas 10 personnes d'un coup dans la salle pendant vos contractions comme en surprise. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple de choses que dans votre plan de naissance, vous pouvez l'écrire, là. Moi, j'ai de l'ouverture, mais tu sais, demandez-moi avant de faire une intervention, expliquez-moi les alternatives ou des choses comme ça. Donc, la plupart des hôpitaux vont essayer de respecter vos souhaits. Donc, ça vaut la peine de les demander. Des fois, c'est juste que les parents ne les demandent pas. Alors, c'est là où des fois, c'est quand même dommage. OK. Alors, le troisième point que je trouve très important, et ça vraiment, ça fait partie des choses que j'observe
dans ma pratique, beaucoup de parents ne savent pas pratiquer l'expression manuelle. On parle de exprimer son lait avec ses mains, donc vraiment d'enlever du lait manuellement de vos seins. Et à mon avis, le fait de connaître la technique de l'expression manuelle, efficace, hein, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'appuyer sur le mamelon comme l'idée qu'on peut avoir de traire une vache, c'est pas du tout ça. Il y a une manière en fait de faire sortir le lait, d'exprimer même le colostrum. Hein, au début, vous le savez, dans les premiers jours, vous n'avez pas un lait très fluide. Le colostrum, c'est épais, c'est quand même assez... ben, c'est des petites quantités, ça ressemble plus à du miel, hein, c'est un peu collant. Alors, le colostrum aussi, ça s'exprime très bien. Et à mon avis, ça peut faire la différence si vous avez une bonne idée de la manière d'exprimer du lait manuellement. Donc, pas besoin de vous acheter un tire-lait et de prévoir ça pour les premiers jours, parce que si vous n'en avez pas besoin, de toute façon, ça va être un achat inutile. Mais si jamais vous avez besoin d'exprimer du lait, en fait, ça va beaucoup mieux fonctionner d'exprimer manuellement quelques gouttes au tout début. Exemple, justement, il y a des interventions, ça ne se passe pas comme prévu. Le bébé s'en va en soins intermédiaires ou soins intensifs. Il est né, ça n'allait pas, il a besoin d'aide pour respirer, on a besoin d'observer ses signes vitaux. Donc, on va l'emmener loin de vous. Et puis là, vous êtes toutes désemparées, là, vous venez d'accoucher, votre ventre est vide, mais là, c'est le désespoir, évidemment. Votre bébé n'est pas collé sur vous comme vous aviez prévu. Bon, ben la chose à faire, c'est vraiment d'exprimer du colostrum et de lui envoyer. Parce que si vous ne le faites pas, il y a beaucoup d'équipes médicales qui vont le remplir avec de la formule. Et là, déjà, vous savez que ça ne veut pas dire que c'est foiré la mise en route de votre allaitement, mais c'est déjà une intervention sur la mise en route de l'allaitement. Alors, qu'est-ce qu'on veut éviter? C'est ça. Si vous êtes capable d'exprimer un peu de lait à la fin de votre grossesse, exprimer un peu de colostrum, vous pouvez même le recueillir dans une seringue, le congeler. Au moment de partir à l'accouchement, emmenez votre petit sac Ziploc de seringues congelées. Si vous en avez 2, 3, 4, 5, ça va être beaucoup mieux que votre bébé reçoive ce colostrum que de recevoir de la préparation commerciale pour les nourrissons. Surtout dans les premières heures, le bébé a besoin d'éliminer son méconium. En général, s'il a besoin d'être stabilisé au niveau glycémie, température, battement de cœur, toutes ces choses-là sont pas stables. Vraiment, le colostrum c'est la potion magique, ça va l'aider. Même si c'est votre colostrum que vous avez exprimé avant l'accouchement, ça va être de l'excellent colostrum pour lui. Donc, même si vous ne recueillez pas du colostrum avant la naissance, si vous avez regardé des vidéos qui vous montrent la technique pour faire de l'expression, alors vous serez en mesure de le faire au moment opportun. Mais juste de savoir que ça se peut, même si vous ne l'avez pas pratiqué, aujourd'hui je vous le dis, ben, vous pouvez aussi demander au personnel soignant de vous aider là-dedans. Ah, mon bébé est séparé de moi, il ne va pas au sein. Là, je parle des premières 24-48 heures quand vous venez d'accoucher. Votre bébé ne va pas du tout au sein, il est complètement amorphe, endormi, ou bien vous êtes séparés. Ben, vous exprimez votre lait. Vous l'exprimez chaque heure, chaque 2 heures, et puis vous le faites manuellement si vous êtes à l'hôpital et que vous êtes vraiment dans une condition, une situation où vous ne pouvez pas du tout être avec votre bébé. Alors, vous demandez un tire-lait. En général, sur tous les planchers de naissance, il va y avoir des tire-laits électriques, double pompe. Vous pouvez avoir de l'assistance pour ça. Je vous le dis là, laissez pas les infirmières vous répondre « Ah, pas de problème, en attendant que ça aille mieux, on va lui donner un petit supplément, ben, un petit biberon. Et puis, quand ça ira mieux, vous le mettrez au sein. » Non, 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 je veux pas qu'on lui donne de la formule. Je veux lui donner mon lait. Même s'il ne peut pas prendre le sein, je vais exprimer du lait. Et vous pouvez l'exprimer, le donner à la cuillère, avec une seringue, avec un gobelet. Il y a plein de façons de donner du lait autrement qu'au biberon. Donc, encore une fois, écrivez ça dans vos plans de naissance. L'allaitement est important pour vous, puis essayez d'apprendre la technique. Alors, l'autre point, on est déjà au 4e point. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'importance de ne pas séparer le bébé et la mère durant les 2 premières heures après la naissance. Donc, immédiatement à la sortie du bébé, on dépose le bébé en position ventrale sur le torse de sa mère, sur son ventre, et on ne touche plus au bébé. On lui met une couverture sur le dos, même si, admettons, les soignants veulent prendre avec une petite poire
les crachouilles, là, les sécrétions que le bébé crache un peu en prenant ses premières respirations, ils peuvent le faire que le bébé est sur maman. On n'a pas besoin d'enlever le bébé et le mettre sur une table chauffante. Le ventre de maman est une meilleure table chauffante que les tables de réanimation des hôpitaux. OK? Bien sûr, s'il a besoin d'être réanimé, c'est autre chose. Mais moi, j'ai travaillé en maison de naissance avec des sages-femmes et on peut faire beaucoup de choses sur le bébé qui est sur sa mère. C'est vraiment possible. Donc, des fois, c'est juste de la bonne volonté aussi des soignants de ne pas séparer les mères et les enfants. En fait, c'est l'impact sur l'allaitement que la plupart des gens ignorent, à quel point ça peut faire une différence sur la mise en route de l'allaitement. Donc, je vous encourage à l'écrire dans votre plan de naissance et à faire attention à ça. Alors, oui, on lui offre cette première tétée précoce, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis, les 2 points importants que je voulais vous dire, c'est que à faire dès que possible en cas de séparation, c'est-à-dire si jamais vous êtes séparés pour une raison importante, hein, j'imagine, si vous ou votre bébé, vous avez besoin d'être pris en charge, d'être soigné, peu importe c'est 24 heures, c'est 12 heures, c'est une semaine, dès que vous vous réunissez, enlevez vos habits, déshabillez votre bébé et reprenez les choses à ce moment-là. Peau à peau, ininterrompu. Si jamais vous rentrez chez vous avec votre bébé, recommencez ce peau à peau continu. Plus que 2 heures même, si possible. C'est vraiment étonnant. Il y a des bébés parfois qui passent une nuit entière aux soins intermédiaires, juste pour être surveillés dans leurs signes vitaux. Parfois après un accouchement difficile, long, césarienne, des choses comme ça. Et puis, quand on les remet en peau à peau sur leur mère, ben, ils se comportent vraiment comme si tout ça n'avait pas existé. Leurs réflexes sont activés et ils vont au sein très facilement. J'en ai vu plusieurs fois. Alors, c'est vraiment la chose à faire. Parce que souvent, on vous ramène votre bébé, il est habillé, emmailloté, il a un bonnet, il est endormi. Et vous aussi, ben, vous avez une jaquette, vous avez un pull, vous avez remis un soutien-gorge, peu importe. Vous êtes habillé. Et vous vous prenez dans vos bras. Ah, bébé, bébé, enfin tu es de retour. Mais non, mais c'est pas les bras qui est important, c'est le peau à peau. OK? Donc ça aussi, ça doit faire partie de votre plan de naissance. Ah, j'ai des questions. Alors, est-ce que je vois bien? Kaina, comment améliorer la production laiteuse après 8 semaines après l'accouchement? Je vais continuer avec mes trucs pour bien démarrer et puis ça, j'y répondrai plus tard. J'ai une question, Aurélie. Je suis à 7 mois de grossesse et je me suis aperçue qu'un de mes mamelons perdait de l'eau par petites gouttes. Est-ce que c'est le commencement de la mise en route de la lactation du sein? Oui, absolument. Le sein est un peu mouillé, il y a des petites gouttes. Alors, c'est vraiment le début du colostrum. C'est peut-être beaucoup plus fluide, en fait, que du colostrum, mais c'est le signe, en fait, que votre sein est en train de commencer à être fonctionnel. Ça ne veut pas dire qu'il va se mettre à fabriquer du lait, en fait. Il faut vraiment le déclenchement au moment de l'accouchement et puis du décrochement du placenta pour envoyer le coup d'envoi de la lactation. Et puis ensuite, la stimulation. Le bébé va téter, puis là, ça va conditionner au niveau du cerveau la commande de lait au sein. Donc, le sein devient fonctionnel, mais il est encore en état de dormance. Par contre, si vous faites ce que je dis, là, d'essayer la technique de l'expression manuelle, vous allez probablement être capable de recueillir quelques gouttes. Et c'est pour ça que je dis que mieux vaut les garder tant qu'à s'entraîner à essayer la technique. Vous pouvez donc le recueillir avec une petite seringue de 3 ml et puis le congeler quand vous en avez pris quelques gouttes. Attention, on dit aussi que le fait de stimuler les mamelons peut déclencher des contractions. Alors, c'est important de ne pas trop le faire. Hein? C'est pas parce que je dis de l'essayer qu'il faut vous mettre à exprimer du lait de façon continue et active, de le faire plusieurs fois. Fait qu'on dit que quand on dépasse 10 stimulations par jour, même plus que ça, je pense que c'est au-delà de 10 minutes, là, ça peut commencer à envoyer un message au cerveau qu'il y a une circulation hormonale qui nécessite l'accouchement. Alors, si vous sentez de l'inconfort quand vous le faites, n'exagérez pas. OK. Alors, oui, Kaina, je vais revenir à vous un peu plus tard, OK? Alors, je continue. Donc, à faire dès que possible en cas de séparation, donc de retourner en peau à peau avec bébé. Et puis, dans les premiers jours, on parle de garder l'enfant 24 sur 24 avec sa mère.
Donc ça fait partie des conditions IAB, hein, les établissements Initiative Amis des bébés. Ça fait partie des 10 conditions pour optimiser la mise en route de l'allaitement. La cohabitation, le fait que la mère et l'enfant restent dans le même endroit et proche. Il faut que la mère et l'enfant soient à portée de, moi je dirais à portée d'odeur et à portée aussi de vue, c'est important, hein? Donc, gardez votre bébé dans votre chambre, que ce soit en partage de lit sécuritaire ou en cododo, mais si votre bébé est sur sa propre surface de lit dans un petit cube, une bassinette, un Moïse, c'est parfait. Et voilà, c'est important. Il faut que la mère et l'enfant restent ensemble le plus possible. Pour les premières journées après la naissance, vous ne prévoyez rien de rien. Mais ça fait partie de votre préparation, hein, des relevailles, puis de mon point numéro 1. OK, 5e truc. Est-ce que vous notez, là, les mamans? Pratiquer l'allaitement à l'éveil, au début, et à la demande. Ça veut dire que dans vos recherches, vos cours que vous allez prendre, le point 1 que j'ai donné, là, de vous préparer, il va falloir apprendre aussi à reconnaître les signes de faim. Bébé est prêt à aller au sein, il est prêt à téter, à apprendre, alors c'est important de le nourrir dès qu'il se réveille, qu'il a des éveils spontanés, pardon, et qu'il il est prêt aussi à téter. C'est vraiment important de reconnaître ces signes-là. Donc, on allaite à la demande pendant quand même plusieurs semaines. C'est important aussi pour la mise en route de l'allaitement de protéger cet allaitement à la demande. Si vous imposez un rythme à l'enfant sur le conseil de votre mère ou votre belle-mère qui vous dit « Ah, mais tu sais, pour formater l'enfant, faut le laisser attendre 3 heures, vous risquez de vous retrouver avec une chute de production de lait assez rapidement. Ça peut être justement autour des 6-8 semaines. Alors que si au début, vous allaitez l'enfant aussi souvent qu'il en a besoin, même si ça vous paraît beaucoup parfois, ça peut vraiment faire la différence sur la durée de votre allaitement et la qualité des tétés. Ben, la qualité, dans le sens que ce soit pas trop long, que le bébé soit efficace au sein, qu'il reçoive suffisamment de lait pendant la tétée. C'est ça que je veux dire, OK? Donc, apprendre à reconnaître les signes de faim et allaiter à la demande, c'est ça votre qui est important au début. Ah, Jessica a une question. Jessica, bonjour, je pense pas que je vous ai salué. J'aimerais savoir, pour quelqu'un qui a eu beaucoup trop de lait au premier accouchement, et maintenant c'est mon 2e accouchement, dans 1 mois et demi, est-ce que je procède tout de même avec des seringues de colostrum? Je n'aimerais pas avoir à nouveau ce problème. Trop de lait car je n'arrivais pas à allaiter à cause de ça. Ah oui, alors, l'hyperlactation, c'est aussi un problème, même si ça peut sembler à celles qui n'ont pas assez de lait que c'est un beau problème. Je comprends votre désarroi. Non, moi je dirais pas d'exprimer du lait à l'avance. Par contre, si votre bébé, quelle que soit la raison, puis on le souhaite pas, Jessica, mais si votre bébé, quand il naît, il y a quelque chose qui fait qu'il est complètement endormi. Hein? Moi, c'est de ma 3e fille. Elle est née, elle était complètement amorphe endormie, là. Et elle a pris 3 semaines à se réveiller. Elle n'était pas active au sein. Elle prenait le sein puis elle s'endormait dessus. Si j'avais pas la confiance dans ma lactation, si j'avais pas confiance dans la manière que je pouvais exprimer mon lait, la supplémenter avec mon lait, je veux dire, tous les soignants autour m'ont dit « Ah, il faut la supplémenter, il faut lui donner des biberons, il faut lui donner de la formule. Ah, elle prend pas assez de poids. Ah, elle est pas... » Si j'avais pas eu les connaissances que j'ai puis que j'étais pas vraiment très déterminée, cet enfant-là, on aurait brisé l'exclusivité de son allaitement parce que personne m'a soutenue. Mais j'avais assez d'expérience pour faire face, contrairement à la première fois. Mais ce bébé était complètement endormi, elle t'était pas du tout. Donc l'abondance de lait, c'est formidable, mais il va falloir que vous sachiez l'exprimer si jamais votre bébé a besoin d'aide pour absorber le lait. C'est toujours une question de transfert de lait aussi, hein? Mais a priori, non. Si vous êtes du genre à faire trop de lait, je pense pas que c'est la peine de stimuler forcément. En plus, une 2e fois, généralement, les seins fonctionnent déjà, on le sait. Ils sont déjà prêts pour l'allaitement, hein. OK. Kaina, je trouve mes seins mous et j'ai peur de ne pas répondre aux besoins du bébé. OK, on en parle après. Donc, point 6, questionnez les soignants sur toutes les interventions en allaitement qui vous semblent contradictoires avec la physiologie de la mise en route de la lactation. Donc là, ça, c'est quelque chose que vous aurez appris.
Vous allez savoir quoi faire, comment ça fonctionne. Puis là, dès que quelqu'un vous dit, ah, ben on va lui donner un petit supplément de formule. OK, ben pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison médicale à ça? On va lui donner un supplément, pourquoi? Parce que ça fait 12 heures qu'il est né puis il n'a rien avalé, mais je vais lui donner du colostrum. Je vais exprimer mon colostrum et je vais lui donner en technique rouge à lèvres, à la cuillère. Tu sais, s'il ne va pas au sein, je comprends là qu'il a besoin de colostrum, mais on ne va pas lui donner un supplément pour ça. En même temps, parfois, on propose des interventions en allaitement, mais on ne donne pas vraiment des solutions alternatives au niveau de l'allaitement maternel. Ici, au Québec, les femmes ont une visite d'une infirmière, donc comment on appelle, mobile, qui va venir à la maison au 3e jour après la naissance. Je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge, je vais boire un peu, OK? Un petit chat dans la gorge. Alors, ces infirmières, elles viennent voir les familles, peser le bébé, voir si tout est beau. Quand le bébé sur la balance n'a pas le poids qu'on aime, ben là, on stresse les parents. Déjà, on leur dit, ah, le bébé a perdu trop de poids. Là, ça marche pas, il faut lui donner des suppléments. Mais la façon de stimuler l'allaitement maternel ou de le protéger, c'est pas du tout de faire ça. C'est plutôt de montrer à la mère comment exprimer du lait, lui faire un plan pour qu'elle exprime du lait de façon régulière et être certaine que les compléments que le bébé reçoit n'interfèrent pas ses apprentissages. Alors, on va fournir au bébé du lait maternel en même temps qu'on le met au sein puis qu'on essaye de le stimuler, hein, de lui apprendre à aller au sein, mais s'il n'est pas capable vraiment d'être efficace, ben, lui fournir quand même son lait. Alors, en attendant qu'il soit capable de le faire. Donc, on commence pas par dire on va lui donner un supplément dans un biberon puis de formule. Pourquoi? Cette mère vient d'accoucher, elle a toutes les hormones pour fabriquer du lait. Pourquoi est-ce que on commencerait avec une intervention comme ça? Donc moi, je vous suggère d'avoir ça en tête. On questionne pourquoi. Puis quand on vous répond, c'est encore pourquoi. À mon avis, il faut y aller au moins 5-6 fois avec pourquoi. Parce que le milieu médical, c'est une culture, hein? Une culture de pouvoir, une culture où, dans un monde très patriarcal, on a l'habitude d'imposer la science. Le patient, c'est celui qui patiente. Donc, en général, les mères, les familles, les femmes qui accouchent sont dans cette situation de patienter et de subir un petit peu les connaissances des soignants qui n'expliquent pas vraiment, ne donnent pas des choix éclairés ou des alternatives à leurs actions. La seule chose qu'ils souhaitent, c'est, bon, évidemment, généralement, leur vocation, c'est de travailler pour la santé des gens, mais sauf que considérer d'emblée une mère qui vient accoucher ou une femme allaitante comme une personne malade qui a de la pathologie et qu'on doit considérer avec la pathologie, ben vous comprenez que, en tout cas pour moi, c'est un angle, une perspective qui est faussée d'avance. Donc, généralement, quand les soignants vous parlent, vous êtes en mesure de poser des questions, d'être considérés comme des adultes qui peuvent comprendre ce qu'on leur explique. Et donc, non, expliquez-moi avec des mots que je comprends. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que finalement mon allaitement parte bien, se mette en route, fonctionne, même s'il y a eu des interférences, des défis, des interventions? Donc, c'est très important de le dire. Et moi, j'hésite pas vraiment à dire aux parents, questionnez encore, rappelez la personne, rappelez l'infirmière, dites-lui, là, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que on peut se donner un nombre de jours? Par exemple, OK, est-ce que le bébé a perdu tant de poids? Est-ce qu'on peut, par exemple, encore avoir 24 heures, essayer d'exprimer du lait, puis voir s'il reprend du poids avec mon lait? Donc, voyez, on peut, ben, pas de négocier, mais essayer de trouver des façons de faire des choix éclairés. Et ça n'arrivera pas si vous ne posez pas des questions. Des fois, il faut vraiment questionner le pourquoi. Alors, c'est vrai au moment de l'accouchement et c'est vrai, à mon avis, aussi pour l'allaitement. Dans les jours qui suivent, quand vous êtes encore à l'hôpital ou que vous rentrez à la maison. Alors, j'ai d'autres questions. Kaina, juste penser aux bébés qui ont des problèmes d'apraxie. Oui. Vous préconisez de prévoir tout de même un tire-lait pour la maternité si bébé ne veut pas prendre le sein? Non, Aurélie. Moi, je dis, si vous savez faire l'expression manuelle, vous partez comme ça avec vos mains. Hein, ça, de toute façon, vos mains vous seront là. Et si jamais, vraiment, on parle d'un bébé qui va aucunement au sein et que dès la 2e journée, vous avez besoin de faire un programme de pomper du lait, en général, il y a des tire-laits très efficaces dans les hôpitaux, en tout cas ici au Québec.
qui sont beaucoup mieux que tout ce que vous pourrez avoir à la maison. Et donc, si vraiment il faut tirer votre lait toutes les 2 heures, 3 heures, parce que le bébé est en soins intensifs, par exemple, un prématuré ou tout ça qui ne peut pas aller au sein pour le moment, à ce moment-là, vraiment, utilisez les tire-laits de l'hôpital et le fait de savoir faire de l'expression manuelle va stimuler encore davantage vos seins. Donc, moi, je dirais, là, ben, si vous en avez un, si votre tire-lait, il est déjà acheté ou que vous l'avez déjà, vous pouvez le mettre dans votre valise pour partir à la maternité. Mais si vous n'en avez pas, n'allez pas en acheter un d'avance. Parfois, certaines femmes vont acheter un tire-lait. Quand même, ça peut être coûteux, un bon tire-lait. Et puis, elles vont jamais s'en servir, jamais, 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 pendant tout leur allaitement. Donc, moi, je vois pas l'intérêt d'acheter quelque chose exprès, là. On l'achète si on en a besoin. Quand on habite dans les pays développés, franchement, aller à la pharmacie chercher un tire-lait dans la même journée, ça se fait, hein. Même Amazon, 24 heures livré à la maison, ils vont vous amener un bon tire-lait. Donc, moi, je vois pas l'intérêt d'aller l'acheter sans savoir si vous allez en avoir besoin. Alors, point 7. Hein, je continue avec le point 7. Évitez de donner au bébé aucun autre aliment ou boisson que du lait maternel. Ça fait partie des conditions IAB, là, les fameuses, l'énoncé de tout ce qui fait une bonne mise en route de l'allaitement. Euh, Aucun autre aliment ou boisson que du lait maternel, sauf indication médicale. Évitez les suces d'amusement et les tétines pendant le temps d'apprentissage du bébé. Alors là, le temps d'apprentissage du bébé, vous savez c'est quoi? Ben, vous allez l'apprendre, c'est la période sensible de 6 semaines, 4 à 6 semaines environ. Donc, on laisse d'abord l'allaitement bien démarrer, se mettre en place. Et quand le bébé a acquis une expérience par rapport à la succion au sein, là, le fait de lui donner du lait autrement, par exemple avec un biberon, va pas interférer son apprentissage. Hein? Vous le savez, vous avez déjà dû entendre parler de la confusion sein-tétine. Euh, donc, le bébé peut vraiment faire une sorte de confusion dans la façon de suctionner parce que c'est complètement différent. Et les suces d'amusement, je pense que les Français disent les tototes, hein? N'utilisez pas ça au début. Parfois, c'est tentant. On a des bébés qui veulent téter souvent, souvent, souvent. Mais ça, ce sont aussi des réflexes pour stimuler les seins puis aller vers une lactation vraiment optimisée. Alors moi, je vous encourage à ne pas donner de suce au début, vraiment pour que le bébé ait des expériences sensorielles vraiment reliées à la succion au sein et au sein pour bien apprendre à téter, que ce soit confortable pour la mère et que ça stimule vraiment beaucoup de lait, suffisamment de lait en tout cas pour le bébé. La suce, gardez ça pour plus tard si jamais vraiment c'est un outil qui vous aide pour l'endormissement ou tout ça, mais encore là, je vous encourage à être parcimonieux parce que les suces aussi influencent hein, le développement de la bouche, des dents et tout ça. Donc, un bébé qui a une suce tout le temps dans la bouche, ça peut vraiment à long terme être plutôt néfaste. Donc, faites attention à ça, utilisez-le intelligemment et avec modération, disons, si jamais vous en servez. Donc ça, c'est important pour le début. On ne donne rien d'autre. En fait, normalement, on dit pour 6 mois. Et c'est pas juste à cause de l'apprentissage du bébé, c'est aussi à cause de l'immaturité du nouveau-né. Hein. Son système digestif n'a pas la maturité d'absorber autre chose que le lait maternel. Alors, le fait de lui donner d'autres aliments, d'autres choses avant les 6 mois, ben, ça peut fragiliser en fait le développement de sa flore intestinale et ben, même au niveau de son immunité, hein, il y a une perméabilité des intestins dans les premières semaines de la vie, donc il faut vraiment éviter autre chose. Même les trucs traditionnels, là, certaines tisanes qu'on dit qui nettoient les intestins, des choses comme ça, hein, selon les cultures, il y a des pratiques des fois heureuses, mais il y a aussi des pratiques des fois qui ne le sont pas. C'est vraiment le colostrum qui va aider à évacuer le méconium et puis à nettoyer le système. Et le bébé ensuite va être capable de digérer au fur et à mesure, ça va s'améliorer, puis ça va en fait maturer. Mais je vous invite à suivre, j'ai un live que j'avais fait sur les systèmes qui sont immatures hein, du nouveau-né, et ça doit être quelque part sur ma page Facebook, sinon vous m'écrivez, et puis je vous envoie le lien de YouTube pour regarder ça. C'est très intéressant pour vous, les futurs parents, d'apprendre à propos des systèmes immatures du nouveau-né.
pour comprendre le nouveau-né, en fait, hein? Essayer d'interpréter ses comportements correctement. Sinon, on appelle toutes des coliques. Vous allez voir, tout le monde dit, oh, mon bébé avait des coliques, il y a des coliques et tout ça. Bon. Alors, c'est beaucoup l'immaturité du bébé, les coliques. Donc, on en est au 8e point. Alors, le 8e point, c'est aussi un des points importants de l'initiative IAB, c'est de prendre contact avec un groupe d'entraide en allaitement, parfois un organisme. Ici au Québec, on a Nourrissource, on a la Ligue Leche qui est, bien sûr, on en a un local et national, mais ça existe dans la plupart des pays. La Ligue Leche, c'est un organisme d'entraide en allaitement qui est partout dans le monde maintenant. Et c'est des initiatives généralement qui viennent des mères. Alors, on parle d'entraide bénévole, d'entraide entre mères allaitantes, ce qui fait que vous, comme nouvelle maman, vous pouvez demander finalement à un organisme comme la Leche ou Nourrissource, ou parfois c'est des organismes locaux hein, d'entraide aux familles, à l'allaitement. Et vous faites une demande pour avoir une marraine d'allaitement. Alors, si vous pouvez vous parler à l'avance, en prénatal, ça peut vraiment faire une belle différence. Des fois, poser nos questions, hein, on est jeune maman, on se demande, est-ce que c'est normal telle chose? Est-ce que c'est normal que mon bébé boive tant de fois? Est-ce que c'est normal que mon bébé ait des cacas de cette couleur-là? Bon, vous voyez, c'est magnifique d'avoir une marraine d'allaitement parce que c'est sûr qu'on ne peut pas appeler le médecin à chaque fois que votre bébé fait un caca bizarre. Mais une marraine, vraiment, en général, elle a des bonnes bases en allaitement. Elle a déjà allaité. Elle a suivi une formation de base avec son organisme et puis elle est là au téléphone pour vous valider, pour vous encourager et puis des fois pour lever le drapeau rouge. Ah, elle vous écoute là, puis qu'est-ce que vous lui racontez? Ben, ça ressemble à une mastite. Alors souvent, c'est la marraine aussi qui va dire, OK, là c'est inquiétant, ce serait bon que tu ailles voir un médecin. Prends rendez-vous, vas-y, essaye l'ostéo. Bon, vous voyez, la marraine va vous suggérer comme ça des choses qui peuvent vraiment... des fois, on le sait plus, hein, on n'a plus le... Moi, j'ai des mères des fois qui m'appellent, ah ben oui, mais là, j'ai de la fièvre depuis 3 jours, etc. Ben oui, mais si tu n'étais pas en train d'allaiter dans ton postpartum, avec 3 jours de fièvre, tu serais déjà en train de consulter. Ah oui, c'est vrai, je m'en rends plus compte. Donc, vous voyez, les mères sont habituées d'encaisser, d'absorber, puis de pas tenir compte d'elles-mêmes. Mais c'est pas une bonne chose. Des fois, ça prend un regard extérieur aussi pour nous ramener à la réalité en quelque sorte. Donc, prenez ce contact-là avant la naissance. Avoir une marraine d'allaitement, vraiment, c'est une belle façon d'échanger. Il y a aussi toutes sortes comment dire, d'initiatives dans la communauté. Donc, parfois, c'est vraiment au niveau des organismes communautaires, comme je disais, hein, associations de la famille, centres communautaires, centres de loisirs même. Vous allez avoir des mères qui se réunissent. Il y a de plus en plus un cours de yoga avec bébé, cardio poussette. Alors des fois c'est relié au sport, comme ça vous faites de bouger, mais des fois c'est juste des causeries, pique-nique causeries avec maman allaitante, et c'est l'occasion de rencontrer d'autres mères. Parce que des fois si c'est votre premier bébé, vous êtes la seule ou la première dans votre entourage, dans votre gang d'amis à avoir un bébé, ben, vos problèmes d'allaitement, le fait de parler des cacas toute la journée de votre bébé, peut-être que ça va pas tellement intéresser vos amis qui n'ont pas d'enfants. Alors, retrouvez d'autres mères, savoir que dans votre quartier, il y a d'autres gens qui vivent la même chose que vous pouvez vous rendre service, vous passer du linge, vous retrouver pendant votre congé de maternité au parc pour faire jouer les enfants ou partager de la bouffe. Ça peut être vraiment, ça brise l'isolement, ça fait vraiment du bien. Et puis, c'est important hein, d'être parmi nos pères, en quelque sorte. Mais c'est nos mères plutôt, mais parmi nos semblables pour se faire valider, là, pour juste sentir qu'on est correct. Moi, je sais que euh, ma famille n'avait pas du tout la même perception que moi de la manière dont il fallait euh, vraiment prendre soin des enfants, allaiter, être en proximité. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de portages. Je suis mariée avec un Togolais. J'ai eu mes 2 premiers enfants en Afrique. Donc, moi, c'était au dos, le bébé toujours collé sur moi. Puis, ma propre mère souvent disait, ah, mais tu vas le gâter, il va s'habituer, là, il va pas dormir dans son lit, il va pas être autonome. Mais pour moi, ça faisait pas de sens. De toute façon, l'autonomie d'un bébé de 3 semaines, je voyais pas comment il pouvait développer des mauvaises habitudes. Puis aujourd'hui, vous voyez, mes enfants, c'est des adolescents et puis ils sont parfaitement autonomes. Ils vont très bien, ils ont confiance en eux, ils sont en bonne santé, ils sont sociables, ils sont polis.
Donc, moi, je suis certaine que tout ça fait partie de la solution aussi, d'être présente, d'être à l'écoute des bébés, de leur donner ce qu'ils ont besoin dans les premières semaines de la vie pour être plus fort après, pour être capable d'expérimenter le monde, d'absorber, hein, tout ce qu'on doit apprendre après, c'est énorme. Donc, le nouveau-né, c'est comme un petit être, en fait, qui fait un voyage et il a besoin d'une transition. Et moi, je trouve vraiment que les 3 premiers mois de la vie, on est dans ce passage entre la vie utérine, un moment où le bébé est pas tout à fait terminé d'être fabriqué, puis avant de vraiment commencer sa vie sur Terre de manière assumée, ben, il a besoin d'une transition. Puis souvent, la transition, ben, c'est beaucoup de bras, beaucoup de lait, beaucoup de proximité, beaucoup de chaleur, beaucoup de présence puis d'attention, de soins vraiment ben, proches. Et puis voilà, c'est ça. On est un peu comme les kangourous, là. Le nouveau-né humain, il a besoin de rester dans la poche encore un petit moment. Donc, pensez à ça. Alors, là, j'ai fait un peu le tour. Il y a quand même des questions. Merci pour les conseils. Nous partager une bonne vidéo pour apprendre à exprimer son lait. Oui, absolument. J'en ai une excellente vidéo qui vient d'un collectif qui s'appelle Global Health Media Project. Je vais, une fois que j'aurai publié le direct, écrire dans les commentaires le lien. Et puis, ce site-là a beaucoup, beaucoup de vidéos éducatives pour les parents ou les soignants. Alors, vous pouvez fouiller là-dedans puis aller voir d'autres trucs. Merci pour les conseils. Oui, avec plaisir. Lala, ça me fait plaisir. Kaina, je prends des suppléments pour favoriser la production laiteuse comme le fenugrec, chardon béni, excellent, et je demande par rapport aux effets secondaires sur le bébé. Alors, donc, un bébé de 8 semaines, augmenter la production. Donc, d'abord, Kaina, juste dire que s'il y a une baisse de production ou un problème, c'est quoi l'origine de cette baisse de production? Est-ce que l'allaitement a démarré de travers? Est-ce que le bébé a reçu autre chose au début ou dernièrement? Est-ce que le bébé boit du lait autrement qu'au sein? Est-ce que, bon, vous voyez, moi je commence avec mes questions. S'il y a une baisse de production, il y a probablement une raison. Et moi, dans mon travail de détective, quand je fais du soutien en allaitement, il faut que je trouve le pourquoi. Parce que ça ne sert à rien de prendre toutes sortes de plantes pour booster la production si le bébé boit des biberons la nuit ou qu'on lui refuse la tétée à la demande. Peut-être on lui impose des horaires, par exemple. Donc, l'allaitement physiologique doit être conditionné finalement par... j'encourage les mamans d'avoir une marraine car c'est très aidant. Mais oui, absolument. Mais prendre des galactogogues, c'est ça, des plantes, ça n'a pas vraiment d'impact sur le bébé. Les plantes qu'on conseille comme fenugrec et chardon béni qu'il faut prendre ensemble pour que ce soit efficace, peuvent vraiment aider à stimuler la production de lait. Puis, en fait, toutes les molécules des plantes passent dans le lait, donc le café passe dans le lait, l'alcool passe dans le lait, puis le fenugrec et le chardon béni passent dans le lait. Ces plantes-là n'ont pas d'impact négatif sur le bébé. Le fenouil non plus. Par exemple, l'ortie aussi, on sait que c'est bon pour la production laiteuse. Ça agit sur la mère, mais ça ne fait pas de problème au bébé. Par contre, il y a d'autres plantes qui peuvent affecter le bébé, donc soyez toujours prudente quand vous prenez des tisanes ou des suppléments, des vitamines, des choses comme ça. Voilà, mais pour prendre du fenouil et tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si dans votre première question un peu plus haut, vous demandiez, Kaina, comment booster la production, comment augmenter la quantité de lait disponible pour un bébé de 8 semaines, ben, il n'y a pas de secret. Si votre bébé ne stimule pas suffisamment la production, d'abord, vous m'enlevez vous m'enlevez toutes les formules ou tous les suppléments qu'il peut recevoir autrement. Il faut vraiment que tout le lait que votre bébé a besoin pour grossir et grandir adéquatement vienne de vous. Quand votre glande mammaire sera conditionnée à fournir le montant de lait que le bébé a besoin, à ce moment-là, il va y avoir suffisamment de lait. Alors, si votre bébé ne vient pas au sein assez souvent, ben, l'idée, c'est d'exprimer du lait. Donc là, oui, vous avez un tire-lait et vous commencez à pomper. Généralement, quand le bébé boit au moins 8 à 10 fois par 24 heures, ça devrait suffire à conditionner une bonne production. Mais est-ce que le bébé a une bonne prise? Tu sais, c'est toujours de faire voir, est-ce que la prise est efficace? Est-ce que la tétée est efficace? Est-ce que le bébé avale quand il est au sein? Donc, toutes ces choses-là sont importantes. Donc, si vraiment vous avez un manque de lait,
en ce moment, peut-être qu'il faut aller chercher le pourquoi. Et puis oui, si vous faites un plan pour remonter la production, c'est de tirer un peu de lait. Si vous allaitez vraiment 8 à 10 fois par jour, ou 12 ou 15, je sais pas, alors peut-être, ça va dépendre le nombre de fois de tirage, mais des fois, peut-être 4 tirages par jour ou pendant un certain temps, ça peut vraiment donner un coup un peu de stimulant. Et puis, votre production va augmenter tout doucement. En général, vous ne tirez pas grand-chose les premières fois. Vous allez tirer très peu de millilitres, ça va vous décourager la première journée, la deuxième journée. Mais déjà, après 3 jours, 4 jours, vous allez voir que les quantités de tirage vont augmenter. Surtout si vous le faites dans des moments à peu près réguliers et puis que vous le faites suffisamment. On dit pomper du lait souvent 12-15 minutes en double pompe, pas plus. Donc voilà, mais si jamais vous avez besoin d'aide, Kaina, peut-être on s'écrit en privé parce que c'est sûr que vous voyez comme ça dans un live, j'ai pas vraiment assez d'éléments pour vous répondre à votre situation personnelle. Ok les mamans, alors je sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je vais quand même vous parler maintenant d'un d'un projet magnifique. Je suis vraiment excitée et contente là. Je suis en train de terminer la touche finale à la création de mon premier cours en ligne. Alors, c'est un cours de préparation à l'allaitement maternel. Ça s'appelle Préparer votre projet d'allaitement. En fait, c'est la transposition en ligne d'une formation que j'offre en personne, que j'ai faite régulièrement à Montréal. Et ben, c'est un atelier que j'offre sur 3 heures, 3-4 heures. Donc, c'est assez dense, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, en l'adaptant en cours en ligne, j'ai j'ai séparé ça en 4 parties. Donc, on parle vraiment de la physiologie de la lactation, le comment ça fonctionne vraiment au niveau des seins, au niveau de la bouche du bébé, etc. La deuxième partie, c'est comprendre son nouveau-né. Donc, vraiment interpréter les comportements du bébé, savoir aussi ben, comment ça fonctionne, de quoi il a besoin, quelles sont ses compétences, ses habiletés, ses limites. Hein? Je parlais d'immaturité du système digestif. Ben, c'est super important de comprendre pourquoi le bébé se comporte de telle ou telle façon. Alors, ça, c'est la deuxième partie. On a vraiment aussi la partie pratique, la gestion de l'allaitement, les problèmes qui peuvent arriver, ben, les défis possibles, et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait pour ça. Donc, tous ces paramètres au niveau de l'allaitement, puis de la gestion de l'allaitement. Et puis, ben, ça fait partie hein, de la formation, les étapes de la lactation, à quoi s'attendre, comment faire face aussi aux interventions ou aux défis. Et puis, la dernière partie, non la moindre, c'est vraiment de préparer, d'organiser le postpartum, la période de relevailles qui est vraiment très délicate pour laquelle ça vaut la peine de se préparer d'avoir un bon réseau autour de soi, de prévoir la bouffe, le ménage, l'aide que vous allez avoir dans la maison parce que être prêt pour accueillir le bébé et faire cette transition dont je parlais, 4e trimestre de grossesse, finalement quand le bébé arrive, il faut être prêt à prendre le temps pour cette mise en route de l'allaitement. Et ça, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de parents qui négligent cette chose-là. En France, c'est vraiment terrible. Vous avez des congés de parentaux qui sont très courts. Moi, je trouve qu'ici au Québec, les parents peuvent le partager, mais généralement, les papas retournent au travail après 3 semaines. Parfois, 3 semaines, c'est même pas le temps qu'on a vraiment déjà une idée de comment le bébé fonctionne, est-ce qu'il a un rythme. On commence à peine à connaître son caractère, puis à s'habituer un peu à cette vie à 3 ou à 4. Alors, c'est très rapide. C'est pas évident pour les parents de télécharger hein, leur nouvelle vie de parents, leur nouveau statut de parent. Donc, moi, je trouve que réellement, préparer son postpartum aussi, ses relevailles, c'est un enjeu. Ben, je vous le dis là, d'expérience, ça fait partie des choses que les parents ont moins de difficultés en allaitement. Donc, ça ne doit pas être pour rien, hein, c'est parce que ils sont soutenus. Ben, on dit, hein, le proverbe, moi j'ai un peu de mon cœur en Afrique, mais on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et réellement, en allaitement, on le voit que ça fait une différence. Les gens qui sont soutenus, hein, on parlait des accompagnantes à la naissance tout à l'heure pour l'accouchement, mais quand vous avez une marraine, la bonne fée, une grand-mère bienveillante qui est là, qui s'occupe de la cuisine, qui vous masse les pieds, qui berce le bébé pendant que vous essayez de faire une sieste, ben ça fait tellement une différence dans les premières journées, dans les premières semaines.
Donc, ça vaut la peine de penser à ça à l'avance, de se préparer, de demander aux gens autour de vous. Puis, je vous lance la question, hein, dans nos mondes modernes, on fait des showers de bébés, hein, des fêtes où est-ce qu'on reçoit plein de cadeaux, plein de couches, plein de jouets. Mais dans ces showers, on oublie justement de solliciter les gens qui nous aiment, notre famille, nos amis, nos parents, qui ont envie de faire des cadeaux. Est-ce que tous ces gens-là auraient envie de donner du temps, plutôt un après-midi pour venir s'occuper du linge, une journée pour aller promener le chien, faire du ménage, faire des courses, faire de la bouffe, pour gâter les nouveaux parents, puis prendre soin d'eux, parce que eux, ils sont occupés, là. Il faut qu'ils s'occupent de l'allaitement au début. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui font partie du programme de formation. C'est une formation un peu interactive. Et puis, les premières inscriptions vont avoir aussi un Zoom. Les 10 premières personnes qui vont s'inscrire au cours vont avoir un Zoom avec moi avant ou après leur accouchement. Donc, l'occasion de poser vos questions puis d'avoir un retour sur votre expérience personnelle, donc un soutien personnalisé. Donc, je vous invite chaleureusement à aller voir ça. Encore une fois, sur ma page web natalieallaitement.com. Sur le site web, vous allez voir l'événement du lancement qui va avoir lieu le 12 août. Donc, le cours va être en ligne le 12 août. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que je fais un prix de lancement, bien sûr. Alors, le prix de lancement est à 197 TTC au lieu de 297. Là, je me rappelle plus ça fait combien en euros, mais vous irez voir ça sur mon site web, Les Mamans Françaises. Et puis, ben voilà, ça me fait vraiment plaisir de lancer ce cours en ligne parce que moi, je crois vraiment que ça fait partie des solutions, de se préparer à l'avance et puis d'être bien, d'arriver au moment de la naissance et de la mise en route de l'allaitement avec un peu de préparation, avec des connaissances de base au moins pour... voilà, oui, Aurélie, vous allez être occupée tout de suite après l'accouchement. En fait, l'allaitement va vous sauter en plein visage et c'est sûr que si vous avez des questions, ça va être moins facile d'aller se former. Donc voilà, ce cours-là, il est conçu vraiment pour les futurs parents. Ça s'écoute très bien avec son conjoint. Il y a quand même 4 parties assez denses, des vidéos, présentations, il y a des vidéos techniques aussi pour les postures, les positions, comment exprimer du lait, enfin, tous ces éléments-là. L'importance de la bonne prise de sein aussi, la succion. Voilà, fait qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a un e-book aussi, des notes de cours prévues, des PDF. Donc, vous allez avoir beaucoup de documentation et l'occasion de juste être sûr que vous avez assimilé l'information. Donc, voilà, c'est un cours en ligne. Préparez votre projet d'allaitement. Et je suis très, très fière de l'annoncer. Donc, rendez-vous le mercredi 12 août pour le lancement. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Ben voilà, c'est un peu tout. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ben, tout le monde dit merci, merci, merci. C'est à moi de vous dire merci. Je suis très contente d'avoir parlé avec vous de toutes ces petites choses qu'on peut faire. J'espère que ça va vous aider. Puis, je vous invite à aimer ma page, hein, bien sûr, et à aller voir ma chaîne YouTube. Il y a énormément de contenu gratuit en allaitement, un Nathalie Allaitement sur YouTube. Vous allez trouver des capsules. Il y a certains lives que j'ai fait que j'ai placés là, donc vous pouvez aller visionner d'autres lives pour commencer hein, votre formation en allaitement. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide avec l'allaitement au moment où vous aurez vos bébés, je fais des consultations en personne à Montréal et par web, par visioconférence aussi. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on fait en personne, mais quand même, dans ces temps de pandémie, ça fonctionne. Il y a beaucoup de consultations comme ça par web, par Skype ou Messenger. Donc, ça va me faire plaisir de vous soutenir dans vos allaitements. Ne vous gênez pas, contactez-moi et puis je vais vous répondre, c'est sûr. Donc, je vous dis au revoir. Un bel accouchement, une belle expérience d'allaitement, j'espère, heureuse pour toutes. À très bientôt!